Aujourd'hui, notre épisode va porter particulièrement sur le patrimoine religieux de Rouyn-Noranda, des bâtiments bien entendu. On va aller visiter entre autres la cathédrale Saint-Joseph qui représente surtout notre patrimoine religieux canadien-français. Mais on va commencer l'épisode dans un endroit qui est bien mystérieux pour bien des gens de Rouyn-Noranda, mais aussi la plupart des touristes qui passent ici. Tout le monde se demande c'est quoi ça, l'Église orthodoxe russe. On va aller voir ça. Élisabeth Carrier, bonjour. Bonjour. Là, je crois comprendre que tu as déjà travaillé ici, mais je ne pense pas que c'était dans un domaine religieux. Qu'est-ce que tu faisais exactement ici? Exactement. Dans le fond, j'étais coordonnatrice à la médiation culturelle, donc je m'occupais autant de rendre vivant le lieu, puis aussi des guides, puis j'ai fait des visites aussi pas mal ici, donc je peux faire une visite d'une heure si tu veux, mais là, on va en parler plus brièvement. La première question qui me vient en tête, je pense que c'est la même question que tout le monde se pose quand il voit ça dans le milieu de notre ville. Qu'est-ce que ça fait à Rouyn-Noranda, une église orthodoxe russe? Dans le fond, l'histoire de l'Église, elle apparaît parce qu'il y a eu beaucoup d'immigration à Rouyn-Noranda, comme Oui. tu sais. Rouyn-Noranda s'est bâti avec les communautés culturelles qui sont venues la créer. Puis, il y a eu deux principales vagues d'immigration après chacune des deux guerres. Et il y avait des gens de partout. On avait jusqu'à, je pense, 18, d'autres disent 22 nationalités présentes C'est ici. énorme, hein, quand même. C'était énorme. On Ouais. était la deuxième ville la plus cosmopolite au Québec dans ces années-là, dans Ouais. les années autour de 30. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de gens de partout, dont une communauté russe qui était ici. La communauté, comme je te dis, était assez petite, contrairement, par exemple, aux Ukrainiens qui ont une église juste à quelques pas d'ici. Et pas mal plus Très grosse, grande. là. Oui. Oui. Puis, c'est la deuxième vague d'immigration, donc dans les années 40-50, Ouais. que là, Après la Deuxième Guerre mondiale. ouais, Ouais. que la deuxième vague est arrivée, puis on dirait que ça l'a comme redonné un élan à ceux qui Ah ah. étaient là depuis le début de se rassembler. Ils se rassemblaient, mais dans le sous-sol de d'autres salles communautaires ou églises. Ouais. Puis là, ils se sont dit, ben, on aimerait ça avoir la nôtre. Une petite communauté, est-ce que ça a des sous? Est-ce que c'était le tsar russe ou je ne sais trop qui envoyait de l'argent pour pouvoir faire ça? Comment ça fonctionnait? Ça a vraiment fonctionné par levée de fonds. En OK. fait, l'église que tu vois là, elle a coûté d'environ 30 000 à faire construire. Il y a eu beaucoup de dons de la communauté, d'entreprises, dont la Noranda, la mine qui a fourni, si je ne me trompe pas, le béton. Puis ensemble, bien, ça a permis de créer l'église qu'on voit là. La ville, entre autres, a cédé le terrain gratuitement. C'est sûr que c'est pas le meilleur terrain. Il y a beaucoup de roches. On est sur un cap de roche, On est sur littéralement. un cap de Ouais, roche. ouais, ouais. Mais ils ont tout le temps tourné ça au positif, puis ils se sont dit, ben on aime ça qu'il y ait une espèce d'ascension, puis qu'elle soit haute, Ouais. qu'elle ait vraiment une belle vue, puis qu'on la voit d'un peu partout. Comme vous voyez, elle est très haute. Il y a aussi les escaliers assez monumentaux là, qui sont présents. Puis, on peut parler entre autres des bulbes qu'on peut voir. Oui, sur le dessus, Ou sur les le toit. coupoles, en fait, en Ouais. forme de bulbe. Tout est comme fait vers le haut, puis les coupoles signifient ça aussi. C'est pour à la fois une raison pratique, c'est-à-dire faire tomber la neige Ah oui, qui pourrait s'accumuler là, bien pensé. et pour signifier le caractère ascensionnel des prières. Ah, Donc, ben que les prières s'en aillent vers le ciel. Oui. Qui a fait ça? Qui a pensé ça ici? Oui, en fait, la communauté, autant d'ici que de Val-d'Or, Kirkland Lake et Kearns, se sont comme rassemblés pour demander qu'il y ait un prêtre qui arrive, un pope qu'on appelle. Donc, c'est le pope Féodor Oustouchenkov qui est venu ici. Dans le fond, il avait déjà construit genre 9 églises en OK. Europe. Donc, il y avait de l'expérience déjà. Il y avait de l'expérience, puis il est venu en construire 4 ici de plus. Donc, il était habitué, puis il a fait ce qu'il savait faire le mieux. Je pense que vous allez pouvoir le voir autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, là. Le père Oustouchenkov qui l'a créé s'est inspiré des chapelles, les petites chapelles de campagne en Russie. Pour une petite communauté, il y avait jusqu'à peu près 20 familles russes OK. à Rouen, donc ça ne nécessitait pas une église immense. OK. Ouais. Ben, on va aller visiter. Oui, allons-y. Donc, Elisabeth, on est ici dans la nef, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, Et c'est tout petit, là, la nef, là. Il me semble que là, on se retrouve à l'intérieur, les deux. Puis j'imagine pas énormément beaucoup de monde autour de nous. Oui, c'est la plus grande des pièces, mais comme tu vois, elle est petite. Mais la particularité, c'est qu'il n'y a pas de banc. Donc, à l'époque, il pouvait rentrer quand même beaucoup de personnes debout. D'un côté, il y avait les hommes, d'un côté, il y avait les femmes. OK. Puis pour savoir de quel côté se mettre, on pouvait se référer à l'iconostase. D'un côté, il y a Marie, puis de l'autre, il y a Jésus. Mais là, Elisabeth, tu viens
de nous pointer l'icono quoi? L'iconostase. L'iconostase. C'est de toute beauté. C'est quoi ça? Vraiment. C'est le mur des icônes. Donc, c'est pour représenter un peu, c'est ça, les martyrs, les saints, toutes les figures importantes. Donc, c'est une pièce magnifique. C'est comme la pièce maîtresse là, Ben oui. de l'Église qui a été toute faite à la main par le pape Ustchenkov. Voyons donc, OK. Donc, il y a du petit détail, là, on le voit, là, le bois est travaillé, là. Oui. Il y a vraiment de la minutie Exactement. là-dedans. Donc, ça a été un travail de moine là, Littéralement. pour créer ça. Puis, on a des portes qui sont dissimulées de chaque côté, donc qui étaient utilisées pour aller dans le sanctuaire. Ouais. Il y a juste le pape qui était autorisé à aller là et l'officier qui l'aidait à préparer les cérémonies. Puis on a les portes royales au centre. OK. Donc les portes royales, il n'y avait que le pape qui était autorisé à les passer. C'est vraiment une pièce magnifique qui a fait plusieurs fois, donc autant en Europe que dans les autres Oui, parce que églises de pour la région. chacune des églises qu'il a construites, donc 9 en Europe, 4 ici. Voilà. Donc, il a fallu qu'il fasse une iconostase avec ce type de travail-là. Exactement. Chaque fois. Oui, Mon Dieu, la patience de Une cet homme-là, patience immense. il a gagné son paradis, ça c'est Oui. clair. exactement. Un autre des éléments qui m'a frappé en rentrant, c'est qu'on voit la lumière blanche qui arrive du jour. On n'a pas Oui. le sentiment des églises canadiennes, françaises avec les vitraux. Exactement. Deux particularités aux fenêtres, il n'y a pas de vitraux Ouais. et il y en a tout le tour de l'église. Ouais. Donc, c'était pour le souci que la lumière entre directement dans l'église, peu importe l'heure du jour, pour ça La qu'il y en a de lumière tous sainte. côtés. La lumière sainte. Voilà. Et qu'elle entre purement, qu'elle ne soit pas obstruée par des vitraux. Oui, Elisabeth, je pense que tu as quelques objets plus précis à nous montrer, notamment ce, mon Dieu, chandelier Oui, ici. oui, c'est ça exactement. La communauté n'était pas nombreuse, n'était pas non plus les gens d'affaires, là. C'était souvent des travailleurs ouvriers. Ouais, Donc, il y avait peu de ils venaient pour moyens. travailler dans les mines beaucoup, là, c'est ça? Exactement. Donc, il faisait avec les moyens du bord. Puis le pape Ustchenkov, ben, il a usé de toutes les possibilités pour être créatif puis créer la plus belle église possible. Donc, ça, c'est un bel exemple. Dans le fond, il a fabriqué ces chandeliers-là avec tous des éléments de recyclage. Aujourd'hui, on dirait que ça, c'est de l'upcycle. Oui, c'est ça, exact, oui. Oui. Donc, les pieds des chandeliers sont tous différents dans l'église OK. parce que c'est des pieds de table, Hein, des pattes de table. des pattes de table. Ensuite, ça, c'est simplement une assiette de métal renversée. Ah, Dieu, OK, ben oui. Puis chaque bout de support à chandelle, Uh-huh. ben, c'est des bouts de tuyaux de cope, simplement coupés. Le tout peinturé en or. Puis le dernier bout que vous voyez ici, ben, c'est des pattes de chaise. Oh mon Dieu. OK, Avec, ben, évidemment, on peut imaginer une chandelle au bout. Donc, ben oui, c'est ça. tout était recyclé. Wow. Ouais. Donc, qu'est-ce que ceci maintenant? Ben, c'est un autre petit chandelier, mais qui est bien intéressant de voir juste encore là comment il a usé d'imagination pour tout Uh-huh. créer avec peu. Donc, c'est du bois, mais peint en or. Et peint voilà. en or, ouais. Ensuite, on a le contour qu'on pourrait imaginer de loin qui est en métal ou peu importe, mais en fait, c'est un bout de carton de publicité de l'époque de balayeuse. Puis ici, les chaînes, c'est des chaînes de toilette. Ah, ben oui. Aussi bête que ça, puis peinturé. Je veux pas dire que ça enlève un peu de magie, les chaînes de toilette, mais ça nous donne une idée d'à quel point il pouvait être inventif, maintenant. Oui, exactement. Ouais. Un autre élément que tu veux nous montrer maintenant? Oui, on va finir avec la croix, qui est un peu différente de la croix catholique. OK, on va aller voir ça. Toutes les croix qui sont dans l'église, là, on en a plein partout, là, puis aussi sur les coupoles dehors, là, Ouais. les croix en format géant, mais pour expliquer, dans le fond, qu'elle est différente de la croix catholique Ouais, qu'on est effectivement. habitué de voir. Ouais, il y a comme une branche de plus. En fait, il y en a deux de plus. Celle du haut, il est écrit, dans le fond, Henri, ou Jésus, roi des Juifs. Ensuite, il y a la barre où il y a les bras du Christ crucifié. Puis la dernière, c'est pour signifier le bon et le mauvais larron. Donc, souvent, les personnes plus âgées qui viennent faire la visite savent de quoi qu'on parle. Ouais. Puis dès qu'on passe un certain âge, on les perd. Ben, je pense qu'effectivement, je fais partie de cet âge qui ne sait pas pantoute de ce quoi il est question. Donc, de chaque côté de Jésus, quand il a été crucifié, il y avait deux autres personnes. Des brigands, Ouais. des espèces de malfrats, là. Le bon et le mauvais larron qu'on OK. les appelle. Bon, Donc, OK, ces ouais, larrons-là, ça donne une idée de mes connaissances religieuses. On continue, oui. il y en avait un de chaque côté, puis il y en a un qui a reconnu le lien divin de Jésus avec le divin, OK. et l'autre non. Donc, celui qui l'a reconnu allait aller au paradis, puis l'autre allait aller en enfer. Donc, quand il y avait des processions autour de l'église, il y a un petit chemin de terre là, qui est utilisé, puis qui était utilisé à l'époque. Bien, on utilisait la croix, les bannières, puis on se promenait, puis on faisait en général 3 fois le tour de l'église dans le sens
anti-horaire OK. pour signifier les 3 jours du Christ dans le tombeau. Donc, c'est vraiment un lieu empreint d'histoire, de l'histoire de la communauté russe qui était ici. Puis, à l'intérieur, ben, tu peux voir qu'il y a plein d'artefacts super intéressants à découvrir. On les a pas tous regardés, mais Oui, entre autres... ben c'est ça, là, tu allais le pointer, mais on a un chandelier au-dessus de nos têtes Oui, présentement qui est vraiment merveilleux aussi. un magnifique lustre qui a été fait à la main par Ustchenkov, encore là, avec des bouts de tuyaux de cuivre. OK. Et il y a plein d'artefacts que vous pouvez venir découvrir, tout le monde, là. Puis, entre autres, ben, il y a une icône qui est plus particulière, mais la personne la mieux placée pour en parler, ce serait pas moi, ce serait plus la conservatrice du musée. OK. Oui, Sophia. Ben, on va aller la rencontrer d'abord. Oui. Sophia Victoria Zotig, bonjour. Bonjour, Vous êtes Félix. la conservatrice du musée ici et vous voulez attirer notre attention particulièrement sur l'élément qu'on a ici. C'est quoi exactement? Oui, en fait, c'est une icône du Christ Pancréator. OK. En fait, elle a été peinte à la main par le premier prêtre de l'Église. OK. Donc, entre 52 et 57, je dirais. Mhm. Puis, ce qui est spécial de cette icône, c'est que on vient pas juste peindre, on vient plutôt écrire. Donc, il y a des règles par rapport à tout ça. Donc, on pourrait imaginer que c'est juste une image, mais c'est plus qu'une image. OK. Le plus important de cette icône-là, c'est que c'est probablement l'unique en Abitibi-Témiscamingue qui a été faite sur le territoire. Ah ouais. Donc, OK. c'est vraiment quelque chose qui représente le passage de la communauté. Donc, c'est vraiment un petit trésor qu'on a ici, là, Oui, finalement. vraiment un petit trésor qu'on peut venir voir. Donc, je comprends que c'est la Maison du Mulon maintenant qui chapeaute l'Église orthodoxe russe et toi, tu travailles à la Maison du Mulon, justement. Je pense que vous avez d'autres trésors aussi, la Maison du Mulon, que vous voulez nous montrer. Oui, on va se diriger à la réserve où on va retrouver la batique qui était autrefois ici, mais pour des raisons de conservation, on a dû la mettre en réserve. OK, super. On va aller voir ça. Merci beaucoup. Donc ici, à la Maison du Melon, on a plus de 6000 objets, donc des objets de très petit format, comme d'autres de très grand format, comme des chaises ou même des tondeuses. OK, jusqu'à des tondeuses, c'est Oui. quand même quelque chose. Et là, cet artefact que tu veux nous montrer, il vient de l'Église orthodoxe russe. Peut-être avant de le présenter, pourquoi il ne peut pas être conservé là-bas, On a fait un constat de son état de conservation, puis on a déterminé que c'était mieux de le ramener en réserve dans un espace où que les facteurs de détérioration sont contrôlés. Donc, on parle de la lumière, du taux d'humidité, de la température, des ravageurs, parce que ça arrive qu'on retrouve des traces d'insectes dans les objets. OK. Et ça, c'est quoi? Donc, voici la batique. C'est un objet qui semble provenir du 19e siècle, je dirais. OK. On n'a pas de date exacte parce que ça vient directement de la Russie. Ça a été amené par les gens qui sont venus ici à l'époque. Puis, on a très peu d'informations, en fait, de l'auteur. Donc, la batik, en fait, on l'utilise comme ça, comme nom, là, mais en fait, c'est une technique artisanale qui consiste à prendre de la cire et la déposer sur un tissu. Sinon, on utilise aussi du fil d'or pour venir coudre. Donc, on va venir le voir sur les côtés Ouais. ici. Et cet objet-là, ben, on voit déjà qu'il y a des craquelures dans l'image. Ouais, ouais. Donc ça peut provenir entre autres de l'exposition à des facteurs de détérioration et aussi bien sûr le fait que c'est un objet très vieux. Je dirais que dans notre collection, c'est probablement l'objet le plus ancien que nous avons. De toute c'est la pour- maison, de toute la corporation de la Maison du Mulon, là. Exactement. Wow, OK. Donc pour nous, c'est l'un des objets qui a plus de valeur là, parmi les objets de l'Église orthodoxe russe. Mais c'est incroyable quand on y pense parce que si ça date du 19e siècle, ça veut dire que ceci est plus vieux que la ville de Rouyn-Noranda. Exactement. Puis ça se retrouve ici. C'est pour ça qu'on trouve que c'est important de le conserver, puis d'éventuellement le ressortir de nos réserves et d'en faire la diffusion. Là. Ben, merci beaucoup de nous avoir montré ça. C'est incroyable. Je trouve ça merveilleux. Merci. Saviez-vous qu'il existe plusieurs manières de protéger notre patrimoine? Notamment, le gouvernement pourrait décider de déclarer un site patrimonial ou même un paysage culturel patrimonial. Ce sont des types de classifications qui existent. Dans la région, on connaît le fort Témiscamingue qui, lui, est protégé au niveau national par le gouvernement du Canada. À Rouyn-Noranda, on a deux types de protection en particulier.
Il y a le plus haut niveau, le plus important, c'est le classement. Et il y a un seul endroit qui fait partie du classement, c'est le site de la Maison du Mulon où on se trouve présentement. C'est parce que c'est un lieu historique super important. Et si on veut faire des modifications à un lieu qui fait partie du classement, il faut nécessairement en parler avec les gens du ministère de la Culture et des Communications. Mais inquiétez-vous pas, il n'y en a pas beaucoup des sites comme ça. Le deuxième type de protection, c'est la citation. Donc, c'est une manière de reconnaître l'importance patrimoniale d'un bâtiment sans avoir toutes les contraintes qui sont liées au classement. À Rouyn-Noranda, on a plusieurs bâtiments qui sont cités. On peut penser entre autres à l'Église orthodoxe russe, au presbytère Saint-Michel-Archange ou encore à l'ensemble paroissial Blessed Sacrament. Et finalement, il existe un autre type de protection qui est le PIIA, le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Mais ça, on va en parler dans une autre capsule. Essentiellement, ces éléments-là sont là pour protéger notre mémoire collective. Donc, on vient de voir plusieurs éléments super intéressants par rapport à l'Église orthodoxe russe, mais il y a encore plus d'histoires à savoir, d'artefacts à voir. Alors, vous pouvez bien sûr aller la visiter vous-même si ça vous le dit. Vous pouvez aussi venir ici à la Corporation de la Maison du Mulon pour en savoir plus sur l'histoire de Rouyn-Noranda. Et là, on s'en va voir un autre lieu de notre patrimoine religieux, c'est la cathédrale Saint-Joseph. On s'en va là-bas. Luc Blanchette, vous êtes président de l'Assemblée La Fabrique de paroisse Sainte-Trinité. Merci de nous recevoir devant la cathédrale Saint-Joseph. C'est moi qui vous dis bienvenue. Et là, on a un des plus beaux bâtiments de Rouyn-Noranda, nécessairement. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on doit savoir sur l'extérieur? En fait, puis les gens ne le savent pas tous, mais il y a 4 grandes colonnes pour les 4 évangélistes du Nouveau Testament. Donc, on voit les lettres M-A-R-C, M-A-T-H-I-E-U. Après ça, Jean, qui est symbolisé par l'aigle. Ah oui! Et enfin, Luc. Et bien sûr, le clocher qui est une fierté avec les cadrans, etc., qui viendra pas tout de suite au moment de la construction, mais un peu plus tard dans le temps, au fur et à mesure qu'on aura les moyens de le faire. Ah ben voilà. Et on a une pierre angulaire aussi. Oui, et ça, cette pierre angulaire-là, elle renferme dans une bouteille scellée le décret qui a mené à la création de la paroisse Saint-Joseph en 1948. Et là, j'ai l'impression qu'on a un appel à aller à l'intérieur de l'Église puisque les cieux nous envoient de l'eau. Alors, on rentre? Il y a un message là. C'est ça. En entrant ici, M. Blanchette, j'ai tout de suite eu des souvenirs d'assister à des messes avec mes grands-parents. Je sais que c'est un lieu super important, justement, pour les gens très pratiquants, mais pour notre patrimoine, pour notre communauté aussi, qu'on soit pratiquant ou non, c'est un lieu qui est super important et qui a de l'histoire, qui a rassemblé les gens dès le début aussi pour le financement de la construction, si on retourne vraiment là, au tout début. Comment ça s'est passé? Bon. D'abord, en 1946, il y a eu une demande qui a émergé de 400 propriétaires. À l'époque, on relevait du diocèse de Timmins. Oui, OK. On a fait une demande en bonne et due forme et on a eu un décret à peu près 2 mois par après pour dire « OK, on vient de créer la paroisse ». Mais on était une paroisse sans église. Donc là, il y a eu un brasse camarade de financement, puis on a décidé, ça ne se fait plus aujourd'hui, mais on a décidé à l'époque d'une capitation. OK. Ce que ça veut quoi, dire, ça? c'est un par capita pour chacun des propriétaires de la zone que la paroisse formait. OK. Parce qu'il y avait d'autres paroisses autour, on ne voulait pas empiéter. Ouais. Donc, c'était vraiment à partir de là. Et la ville va être contente, c'était 1,20 $ par 100 $ d'évaluation. OK. Fait qu'on prenait l'évaluation municipale, parce qu'il y avait des maisons plus cossues qui payaient plus, puis il y avait des maisons plus petites qui payaient moins. Donc, tout ça a fait en sorte qu'on a réussi à faire disparaître la dette de la construction de l'époque qui a coûté combien? C'est 330 000 $ si je me souviens bien mes notes là, oui. Tu m'impressionneras toujours. Ce qui a fait que le 330 000, d'ailleurs aujourd'hui, on a fait une simulation, ça vaudrait 4,4 millions. Donc avec l'inflation, etc., oui, c'est ça. 4,4 millions, c'est énorme. Et là, essentiellement, quand on a parti la capitation, les gens n'ont pas payé ça tout d'un coup. Non. Ils ont payé ça pendant un certain temps. Ouais. Et en 1966, la dette était à 0. Donc, la construction, c'est 18 ans.
18 ans, mon Dieu. Fait que c'est un investissement personnel Oui. et communautaire, des gens qui se sont impliqués. Donc ça, c'est pas mal la première partie de l'existence de cette église-là. Et il va y arriver, à un moment donné, une fusion de paroisses qui va amener un tout autre chapitre dans cette histoire-là. La raison pour laquelle il y a eu des fusions des 6 paroisses, elle est simple. Le coût de chauffage de ces établissements-là. Ça doit être énorme. Après ça, il y a eu une baisse d'achalandage de pratiquants. C'est un fait objectif à ne pas dénigrer. Et il y a eu un autre événement aussi, la loi 118, qui a rendu l'éducation et l'école laïque. OK. Donc, on a sorti les cours de religion pour les remplacer par des cours de morale. Oui. Mais essentiellement, ça a amené une surcharge sur le dos des bénévoles. Ils le faisaient bénévolement, mais dans 6 paroisses, c'était un peu plus compliqué. Il y a eu une participation, puis ça, c'est fort important, de chacune des paroisses pour remodeler le modèle, je dirais, de pratique religieuse à Rouyn-Noranda. Oui. Donc, Saint-Michel-Archange, il y avait Sainte-Bernadette, il y avait Sacré-Cœur, Notre-Dame de la Protection, Oui. l'Agora des Arts maintenant, Oui. et Immaculée-Conception tout récemment. On a opté pour avoir une église, 6 paroisses, puis on a créé une nouvelle paroisse qui s'appelle la paroisse Sainte-Trinité. Donc, une ombrelle, finalement, qui rassemble tout ça, là. Oui. En ce qui concerne les 5 autres, ils ont tous été reconvertis. On a toutes désacralisé les affaires. Oui. On les a vendus. Ça a donné une forme de financement à partir duquel, bien, on va mettre de l'énergie notamment pour s'assurer qu'il y ait pas, que ce bâtiment-là évolue bien. Il y a quand même 75 ans. Pourquoi celle-ci en particulier, puis même sous question tout de suite, pourquoi est-ce que c'est important en général de préserver notre patrimoine religieux? Ici, c'est celle qui avait la meilleure capacité de place assise. On parle de 1000 personnes. Oui. Puis c'est assez central. Puis pour donner un sentiment d'appartenance aux paroisses, on a tout été chercher un legs qu'ils nous faisaient à l'Église. Pour Saint-Michel-Archange, l'Église, ils nous ont légué l'Archange Michel. Après ça, pour Notre-Dame de la Protection, c'est le petit Jésus de Prague qu'on voit à l'arrière et la statue de la Sainte Vierge. Notre-Dame, Sainte Vierge, il y a comme un lien là. Oui, voilà. Immaculée Conception, c'est le cierge de l'autel et les croix en bois qu'on voit à l'avant. Pour Saint-Joseph, c'est l'autel en tant que tel qui était fait par un artiste de la région. Sacré-Cœur de Jésus, c'est le tabernacle. Et enfin, Sainte-Bernadette, le crucifix en bois, complètement en haut, la grosse croix de Jésus-Christ crucifié. Donc, certains éléments qui viennent d'un peu de chacune des églises pour rappeler tout ce passé, cet héritage. Oui, il y a une fierté. Ah, c'est une bonne idée, il y a un ça. sentiment d'appartenance aussi. Ça s'est fait de façon démocratique, paroisse par paroisse. Oui. C'est eux et elles qui ont décidé de, bon, voici, notre legs sera celui-ci. Luc Blanchette, j'aime poser la question à nos différents intervenants. Est-ce que vous avez un coup de cœur en particulier en lien avec la cathédrale? Oui, je dirais, moi, c'est l'autel. Pour des raisons sentimentales, il y a à l'intérieur, on voit les reliques. On verra Monseigneur de Laval, il y en a une sur Sainte-Thérèse de Lisieux, puis il y en a une autre du frère André. Ah oui? Oui, OK. qui sont en avant. Fait que donc, une symbolique là. Et bon, la dernière scène qui est aussi... Ça, c'est un classique. Ouais. Jusqu'à maintenant, là, on était notamment un peu plus tôt à l'épisode aujourd'hui à l'Église orthodoxe russe. On a vu le travail des prêtres de cette communauté-là qui étaient vraiment là, comment dire, des artisans particuliers qui mettaient du temps, de l'énergie dans embellir leur Église. Mais ici aussi, on a un peu de tout ça. Peut-être nous parler de certains des éléments de décoration. À l'intérieur, il y a ces portes-là qui viennent, dans le fond, des Oblats d'Ottawa qui nous ont transféré ça, mais c'est une production italienne. Bon, d'où un peu... Là, je ne sais pas si c'est du latin, peut-être, potentiellement oui. Panem oui. vivum, Oui. dedit nobis. C'est mon meilleur latin. C'est du latin. Ça fait en sorte que ça, c'est aussi une pièce maîtresse. C'est l'entrée. Ça a été donné gratuitement par les Oblats. On sait que les Oblats ont joué un rôle important. Ils ont eu une présence active importante. Le reste, bon, les confessionnals, j'avoue qu'ils sont moins utilisés, mais ils le sont encore. Ça aussi, c'est des pièces d'origine. Il y avait le chemin de croix, et ça, c'est intéressant, 3 langues. Ah oui? Essayez de les trouver, l'historien Bon, je veux de dire- l'Abitibi-Témiscamingue. Ah, j'allais dire peut-être du latin. Non. Mais non, même pas. OK, donc on doit avoir du français, de l'anglais et... Les premiers habitants. ben là, ça doit être... les Autochtones. Oui, algonquin.
Donc, Anishinaabe-Mowen. oui, fait que donc, tous les chemins de croix sont toujours en 3 langues. Donc, ça aussi, c'est un fait particulier. Énormément ça. de statues, parce que, bon, elles sont sacrées. On les a récupérées. On les voit un peu partout dans l'ensemble de l'Église. Donc, effectivement, derrière nous, on a la sacristie, on a le jubé juste au-dessus de nos têtes ici, et il y a le clocher, les cloches. Puis, on pourrait peut-être aller en discuter un petit peu de l'importance des cloches. Bien sûr. Monsieur Blanchette, on est maintenant au jubé, et derrière nous, il y a bien sûr le clocher et Monsieur Rowan qui est venu participer à la réparation des cloches. Si je comprends bien, on a eu un enjeu avec une des cloches pendant longtemps. En fait, les commandes de cloches qui proviennent du Pays-Bas ont été installées en 1957. OK. Ils ont fonctionné 2 ans. En 1959, il y a eu une fêlure, une fente. On les a retournés en France pour restauration et c'est revenu par la suite. Mais essentiellement, pendant aussi, c'est important de le dire, 50 ans, il n'y a pas eu beaucoup d'activités de cloches. On ne les entendait pas parce qu'on a besoin de spécialistes, ce que Michel a pu combler comme besoin. Donc là, il fonctionne. Oui. Mais autre anecdote, une fois en pleine nuit, les cloches se sont mis, à cause d'une défectuosité électrique, se sont mis à sonner. Ben oui, on dort. Est-ce un miracle? Je n'en ai aucune idée, mais ils ont sonné en pleine nuit. Ça n'a pas fait nécessairement plaisir aux gens d'alentour. Oui, on peut comprendre. Donc, pendant des années, ils n'ont pas sonné, puis à un moment donné, ils se sont dit, dans le milieu de la nuit, on y va. Genre, Donc, on va avoir maintenant notre réalisatrice et un de nos caméramans qui vont monter en haut et ils vont aller rencontrer... Paul Châtillon qui donne parfois un coup de main sur l'entretien d'un édifice comme le nôtre. Là. Parfait. Bien, on les laisse aller faire de la grimpe. Bonne chance. Moi, là, j'ai jamais eu accès normalement à une sacristie. C'est quand même un lieu... À moins d'avoir été enfant de cœur. Ouais, non, c'est pas mon genre, ça. Je le dis parce que effectivement, toutes les, je dirais, les pièces maîtresses qu'on utilise à la messe sont ici. Et là, on est, si je comprends bien, en processus de citation. Oui. En fait, l'objectif, parce qu'il y a un programme qui est issu du Conseil du patrimoine religieux du Québec, qui exige qu'on soit reconnu par la ville de Rouyn-Noranda. L'objectif, c'est éventuellement de regarder, après 75 ans, est-ce que cet immeuble-là n'aurait pas besoin d'amour? Les grosses pierres, là, parfois, nos moins 35 versus nos plus 20 à l'intérieur, c'est la même pierre. Ça, ouais, OK. Là, des fois, ça bouge, puis là, il peut y avoir des infiltrations, de l'humidité, etc. Ça travaille. Donc, ça se pourrait que de l'intérieur, on fasse une isolation, une climatisation contrôlée, etc. Surtout dans le contexte des changements climatiques. Ah oui. On ne se mettra pas la tête dans le sable, mais on a ce projet-là de modernisation. Tant mieux si on n'a pas à rien à toucher. Bien, à ce moment-là, on pourra rajouter, puis peut-être parler des fameux vitraux extérieurs qu'on pourrait mettre pour enjoliver les choses. Mais essentiellement, on est dans ce processus-là. Bien, Luc Blanchette, président de l'Assemblée fabrique de la paroisse Sainte-Trinité. Merci de nous avoir fait faire la visite. Plaisir. Donc aujourd'hui, à l'épisode de l'Histoire mur à mur, on a vu 2 bâtiments religieux super importants pour l'histoire de Rouyn-Noranda, bien sûr, mais aussi pour 2 communautés qui font partie de toute l'histoire de nos villes, c'est-à-dire l'Église orthodoxe russe pour les communautés d'Europe de l'Est et ici la cathédrale Saint-Joseph, particulièrement pour les Canadiens français de l'époque. Aujourd'hui, il y en a encore, bien sûr, des Québécois qui sont ici, mais on a aussi plusieurs nouveaux arrivants qui continuent de réinvestir les lieux. Et dans l'architecture de cette église-là, on a aussi beaucoup de nous, beaucoup de notre patrimoine d'ici. Il y a des gens de la place qui se sont impliqués. Il y a notamment des pierres de granit ou encore de calcaire. Il y a de ces pierres-là qui viennent carrément du village de Baudry. Il y a des ingénieurs d'ici qui ont été engagés pour travailler là-dessus. Alors, ce sont des lieux qui sont très importants à conserver. Au cours du prochain épisode, on va voir aussi d'autres lieux religieux qui, eux, sont en train d'être requalifiés, c'est-à-dire qu'ils vont avoir de nouvelles vocations, qui vont changer complètement leur fonction. Alors, on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode.